à d'ores et déjà retenir 2 dates, hein, qui seront les 2 prochaines conférences de la performance industrielle, organisées ici. Le mardi 19 mars, une conférence sur la performance de la relation entre un client et son fournisseur, hein, dans une démarche de conception collaborative. Et puis, avec un outil, hein, c'est la démarche Praxis, c'est en fait un outil qui a été développé par différentes entreprises, et donc il y aura plusieurs représentants de ces mêmes entreprises. Et puis, le mardi 4 juin, dans un domaine complètement différent, la gestion des opérations en prestation logistique, le cas des ressources humaines. Et donc là, essentiellement, la façon d'adapter, en fait, la flexibilité des ressources humaines en fonction de la demande. Voilà, donc retenez, 19 mars, 4 juin, toujours le mardi, toujours de 18h à 20h, dans ce même amphi. Et j'ai maintenant le plaisir de laisser la parole à Michel Tolnard de GESCOP et Stéphane Hubach de ST, qui vont nous parler de process control et de collecter les données pour agir, n'est-ce pas? Voilà. Oui, si c'est collecté pour rien faire, hein, c'est pas notre style. Bon. On fait comme on a convenu. Oui. On ne va pas changer le plan comme ça. Très bien. Donc, bonsoir. Donc, avec Michel, on va vous parler de process control et de collecter les données pour agir. Et on va prendre un cas d'application, c'est le domaine du semi-conducteur. Donc, la présentation est séparée en 3 parties, enfin 4. D'abord, une présentation du monde de la microélectronique, une introduction, le design for manufacturing et l'exploitation des données. Ensuite, le contrôle de la variabilité et la gestion des risques. Un exemple d'application industrielle, et à chaque fois, ce sera le fruit l'occasion de présenter les collaborations qu'on a eues avec GESCOP sur ce genre de thème, et notamment quelques résultats liés aux thèses qu'on a animées, qu'on a eues dans ce cadre. Ensuite, un film de 9 minutes qui va vous présenter la production automatisée dans une salle blanche et faire prendre conscience de l'ensemble des données qu'on a à traiter dans ce genre d'usine. Ensuite, un programme de collaboration, les programmes de collaboration avec entre ST et GESCOP qu'on a actuellement, notamment un historique que fera Michel, une étude wafer at risk, on va voir comment on gère le plan de contrôle à l'intérieur d'une unité de production, et comment on gère les risques aussi. Et puis, la maintenance prédictive et le facteur de santé des équipements. Et enfin, un transparent pour présenter les projets à venir, et notamment le projet intégré de l'ENIAC qui a démarré depuis le 1er janvier. Voilà. Alors, le monde de la microélectronique. Tout d'abord, tous les jours, vous utilisez en moyenne 250 circuits, enfin en 2008. Il y en a partout, les distributeurs, les machines à laver, les imprimantes, les scanners, etc. Ça représente à peu près 1 milliard de transistors. Ça représentait en 2008, sachant qu'aujourd'hui, c'est pas loin du double. Alors, ensuite, le monde de la microélectronique, pourquoi c'est important, cette industrie? Ça représente 10% du produit intérieur brut mondial, et c'est la fondation d'énormément d'industries aujourd'hui, notamment les composants électroniques, les équipements électroniques, la production manufacturière, et les fournisseurs de services qui utilisent tous l'électronique, comme les composants électroniques, pour faire leurs produits ou vendre leurs services. Donc, c'est un générateur de valeur ajoutée. Pour faire la recherche-développement, la recherche académique et la recherche-développement, à partir d'une cellule CMOS de base, je vais revenir sur ce que c'est, c'est-à-dire la brique du transistor de base, qu'aujourd'hui on ne développe plus tout seul. On le fait dans le cadre d'alliances, il reste 4 alliances, bientôt 3 dans le monde, qui développent la cellule de base. Aujourd'hui, on fait partie d'un écosystème avec IBM aux États-Unis. À partir de ça, on vient dans nos régions, et on va faire 3 types de développement. Ce qu'on appelle en dessous du CMOS, c'est-à-dire des fonctionnalités additionnelles. Par exemple, sur le même circuit, on va intégrer des imageurs, de la radiofréquence, des mémoires, etc., des microprocesseurs. Ensuite, intégrer au CMOS. Ça s'appelle
augmenter la densité. Par exemple, les mémoires embarquées, le nombre de transistors. Donc là, on va travailler sur la taille du transistor. Et en dessous du CMOS, on va essayer d'améliorer la performance. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler des derniers résultats obtenus avec Soitec. Au lieu de mettre du silicium, on met du SOI, enfin, une structure spéciale du silicium qui nous permet d'augmenter la performance des transistors et de gagner 3 ou 4 générations en termes de vitesse et de consommation. Donc ça, c'est les axes. Comment on fait ça? On va essayer d'intégrer des technologies innovantes différenciées. Ça, on le fait en lien avec les universités, les laboratoires. Et à Grenoble, on développe les nouvelles applications et on fait de la conception de circuits. Et ensuite, il faut produire. Alors pour produire, on voit bien qu'il y a un lien très fort entre la production et ce qu'on fabrique. On va appeler ça le DFM, Design for Manufacturing. Et je vais en parler par la suite. Et pourquoi on fait ça? D'abord, pour être capable de transférer les technologies dans nos autres usines. Et ensuite, parce qu'on a des fonderies. Alors, le terme fonderie est un peu spécial à notre domaine. C'est-à-dire des gens qui vont produire en volume à partir du moment où nos produits ont un grand succès. Et on est obligé de faire ça parce que nos partenaires nous demandent d'avoir des secondes sources pour pouvoir, s'ils vendent énormément de circuits, pouvoir fabriquer très vite en fort volume. Très bien. Donc, la coopération qu'on a avec G-Scope, elle est, enfin, dans notre domaine, on va parler de génie industriel aujourd'hui et d'un domaine particulier, parce qu'il y en a d'autres, elle va se trouver dans l'industrialisation des nouvelles technologies. Alors, un peu d'histoire. Les composants électroniques, les tubes à vide, c'est les années 1900. Le premier transistor, 1947. Ensuite, on passe à une phase qu'on appelle time to market. C'est quoi time to market? C'est qu'au début, ce qui différencie les gens, c'est la capacité à faire des transistors ou à faire des composants, des circuits. Donc en fait, ce qui va compter, c'est d'être le premier. Donc, les coûts sont assez élevés, mais c'est pas grave. On va voir que le prix d'un mégabit dans les années 70, c'était le prix d'une maison. Aujourd'hui, c'est moins d'un verre d'eau. Voilà. Donc, la première loi de Moore arrive en 65 en disant on va faire un composant, on va changer de techno tous les 24 mois. La deuxième loi de Moore arrive un peu plus tard et dit tous les 18 mois, plus quelques détails. Et là va commencer l'ère de ce qu'on appelle le design for manufacturing. Alors l'automobile a commencé longtemps avant. Et nous, ça a commencé à cette période. Moi, j'ai commencé dans le semi-conducteur à peu près ici. On va en parler un petit peu, comment on travaillait à l'époque. Et puis maintenant, donc ça, c'était time to volume. On a introduit le design for manufacturing pour mettre plus vite en volume nos connaissances. Et maintenant, on est à time to quality. C'est-à-dire tout ça, tout le monde a intégré, ceux qui ont les moyens, ça aussi. Et ça veut dire près du premier coup. Et on en arrive même à la chose suivante. On envoie nos bibliothèques de design aux clients, alors qu'on a fait un ou deux prototypes, et ils commencent à designer avant qu'on ait jamais fait de volume. Voilà. Donc, et si le prototype ne marche pas, ils vont ailleurs. Donc, le slogan, c'est plus petit, plus vite, moins cher. Les lois de Moore, miniaturisation, et le reste, montez vite en volume. Alors voilà l'évolution des prix entre 1973 et 2010. En 1973, 1 mégabit, c'est 76 000 €. Et aujourd'hui, c'est 0,01 €. Alors, comment on fait pour faire ces circuits? Un client a une idée applicative. La première phase, c'est le design. On va transformer cette idée, on va la décrire en termes de circuiterie. Puis, il va falloir transformer cette circuiterie électrique en règles de dessin, c'est-à-dire des étapes qui disent, voilà, cet oxyde de grille doit faire telle épaisseur, cette dimension de grille doit faire telle taille, etc. Et on doit faire les masques pour faire ces dessins et cette circuiterie. Une fois que ça s'appelle le design. Ensuite, on doit produire ça. Donc, on a ce qu'on appelle le front-end, c'est-à-dire l'endroit où on va fabriquer physiquement les circuits. Et là, il y a deux étapes. La première, c'est la fabrication du transistor, notamment. C'est ça qui va assurer la performance, la vitesse des circuits. Mais il y a une autre opération qui a pris de plus en plus d'importance
Moi, j'ai commencé, on avait un niveau d'aluminium sur les circuits pour faire les connexions. Aujourd'hui, on est à 7 ou 8. Donc, ce qui va se passer, c'est que de plus en plus, ce qu'on appelle les interconnexions métalliques ont pris de l'importance, notamment pour la capacité, les vitesses de circuit, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Plus il y a de transistors sur le circuit, plus il faudra le niveau d'interconnexion. Voilà ce que ça donne en coupe. Le circuit est ici, les transistors sont ici, et tout ça, c'est les interconnexions métalliques, avec en haut les plots qui vont permettre de souder les fils pour faire la communication avec le monde extérieur. Alors, ensuite, on teste ces circuits, et électriquement, sur des motifs spéciaux, je vais en parler, et après, un test final, une fois que c'est mis en boîtier, avant de le livrer au client. Alors, comment ces circuits intégrés sont fabriqués? Trois aspects, là on rentre dans le processus génie industriel, technologie, processus de fabrication, machine. Et là, c'est assez classique. D'ailleurs, le schéma que vous allez voir, c'est quelqu'un d'ici, lors de sa thèse, qui l'a fait, c'est Samuel Bassetto, avec qui on a beaucoup travaillé il y a quelques années. Donc, on essayait de faire le parallèle entre le monde de l'automobile, le monde de l'industrie mécanique et l'électronique. Donc, on part d'une technologie, de modules de technologie, on a des gammes de fabrication, ces gammes sont séquencées en opérations de fabrication, et une fois qu'on a fait ça, eh ben, on a des recettes pour les fabriquer, et ces recettes sont faites sur des équipements. Comme les équipements coûtent très cher, et qu'on essaye de les prolonger leur vie le plus longtemps possible, on va leur mettre des cartes de visite qui les autorisent ou non à faire une technologie ou pas. Et là rentre un problème de fond, c'est qu'à Crolles aujourd'hui, on a 140 produits, 15 technologies différentes et 3 technologies en recherche-développement. Tout en même temps dans la ligne de production, et les machines doivent être qualifiées, sont qualifiées pour certaines et pas d'autres. Il faut savoir que 80% du volume de production est assuré par 25 à 30% des produits, ce qui fait qu'on fait aussi de l'épicerie fine. Donc, on va avoir un système qui est assez complexe à ce niveau-là. Donc, comment ça se passe? Les plaques rentrent dans l'unité de fabrication et elles vont se déplacer sur des équipements de production, être mesurées ou pas à certaines opérations. Michel va parler de ça tout à l'heure. Et ces plaques sont mesurées sur des motifs sur la plaque qui sont pas placés au même endroit. Les motifs, suivant ce qu'ils ont, on tourne la plaque à 90 degrés, etc. Et on doit avoir chaque inspection, chaque mesure qui est qualifiée. On peut avoir des recyclages ou pas. Une fois que la plaque est terminée, hop, elle sort et elle va être testée. Alors, on a des opérations de photo, d'implantation, de diffusion, de gravure, de dépôt de filmasse, etc. On a plus de 200 opérations, 11 000 à peu près opérations élémentaires et 8 semaines à 10 semaines de process. Alors, que mesure-t-on sur une plaque? Une plaque, elle est formée de sites, c'est-à-dire des champs, qu'on va exposer 4 à 4 ou 6 à 6 ou une puce toute seule, ça dépend de la taille des puces. Et chaque champ est formé, par exemple, ici, de 4 puces. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des puces et des champs. Ici, la position qu'on appelle le notch, qui permet de repérer l'orientation de la plaque. Dans ces champs, on va avoir des motifs, voilà la puce qui va être vendue. Ça, c'est des scrap lines, des lignes de découpe. Et on va avoir des mesures physiques qu'on va pouvoir faire sur les bords ici, ou des mesures électriques d'un premier niveau, puis qu'on appelle le test électrique. Puis ensuite, on vient mesurer le circuit à l'intérieur, mais à la fin, il va falloir corréler si le design des circuits, les modèles de design, correspondent à ce qu'on est capable de fabriquer. Donc là, on a un énorme problème de données, puisqu'on a des bases de données propriétaires dans tous les coins de l'usine, avec des attributs ou des ontologies différentes. Et notre ami Kashif a travaillé pendant 3 ans pour nous aider à faire des modèles, et je parlerai un peu du travail qu'il a fait là-dessus, qui nous permet d'être plus performant au niveau de la collection et de l'utilisation des données d'inspection et de métrologie. Alors pourquoi? Parce qu'à la fin, quand vous voulez dire votre contact, il faisait 7 épaisseurs ou 7 largeurs,
eh ben, il va falloir faire des calculs. Or, quand vous avez mesuré, vous n'avez jamais mesuré au même endroit, les plaques n'étaient pas orientées de la même façon, donc il va falloir tout réaligner. Bien. Comment ces données sont-elles exploitées? Voilà notre circuit. Ce circuit, on va le séparer en deux parties. Une partie qu'on appelle le front-end, c'est-à-dire la partie transistor, sur lequel on veut diminuer le courant, augmenter la vitesse et réduire les fuites. Et de l'autre côté, on a le back-end sur lequel on ne veut pas d'effet capacitif ou de crosstalk, de communication parasite entre les circuiteries. Par exemple, pour un effet capacitif. Dans ce cas-là, on veut réduire la capacité pour augmenter la vitesse. Et dans ce cas-là, on veut augmenter la capacité pour aussi augmenter la vitesse. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si on a un transistor, normalement, il fonctionne comme ça. À 0, il ne conduit pas. Puis, à partir d'une certaine tension de seuil, il commence à conduire. Donc, on va faire passer des électrons d'ici à là, en repoussant à travers le courant qu'on met sur la grille des charges de même signe. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On fait passer ou non du courant ici. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas exactement comme ça. Parce que comme les circuits sont très petits, bonjour, comme les grilles de transistors sont très petites et qu'on veut augmenter la vitesse, en fait, on a un courant off qui n'est pas nul. Donc, les détecteurs vont avoir des seuils qui permettent de dire ça, c'est du 0 et ça, c'est du 1. Alors, il y a un lien étroit entre l'information électrique et les paramètres physiques. Effectivement, parce qu'en fonction de la constante électrique des matériaux, des capacités, des longueurs qu'on mesure, ou de l'implantation ionique, le VT, toute la métrologie qu'on fait en ligne est liée aux informations électriques qu'on obtient. Même chose de l'autre côté, les effets capacitifs, on les mesure électriquement et ils sont liés à des données physiques. Alors, que fait le designer? Le designer nous envoie un dessin et il nous dit voilà les formes de masques pour faire les grilles de transistors, voilà quelle épaisseur il faut, etc. Quand on fait des photolithographies ou on dépose des oxydes, ils ont une certaine variabilité. Ils n'ont pas exactement la dimension. Sur la plaque, on n'obtient pas tout à fait ce qu'on pensait. Et ça, c'est complètement différent en fonction de la technologie. Du coup, faire du design for manufacturing, c'est être capable de mettre dans les modèles, de compenser les modèles pour arriver à ce que sur la plaque, quel que soit ce qu'on produit, ça fonctionne. Voilà. Donc, on a énormément de paramètres, j'en ai déjà parlé. Donc, quels sont les challenges rencontrés par l'industrie aujourd'hui? Le premier, c'est le design, les fuites. Plus les circuits sont petits, plus les transistors sont petits, plus ça fuit. Donc le premier, c'est les fuites. Le deuxième, c'est les fonctionnalités qu'on doit mettre en œuvre, les bugs, et puis à chaque fois qu'on viole les règles de design. Donc je n'insiste pas sur le test. Ensuite, le deuxième, c'est le lead time de la technologie. Voilà ce qu'il fallait comme temps en semaine pour faire une technologie 90 nanomètres, avec ici la phase de design, la phase de prototype, la phase d'alignement entre le design, le software et ce qu'on a vraiment réalisé, la technologie, et là, le volume de production. Donc plus ça va, plus ça prend de temps. Troisième, c'est les coûts. Les coûts qui deviennent énormes en termes de développement. Voilà. Donc, pour diminuer ces temps et améliorer l'efficacité, aujourd'hui, un masque, ça vaut 100 000 $. Voilà. Il y en a 25. Si on fait une erreur sur un masque, on est cuit. Donc, le DFM, ça marche comment? Eh bien, moi, quand j'ai commencé, je connaissais très bien le monsieur du design. Il faisait ses dessins sur une planche à dessin, et puis on réduisait, on faisait des masques. Il me disait, voilà, viens exposer. Moi, j'étais dans la salle, et je lui disais, ton contact, là, il n'est pas ouvert, il ne fait pas la bonne taille. Voilà. Et on compensait tout comme ça. Puis, au bout d'un moment, c'était trop petit, ça n'a plus marché. Donc, on a rajouté des systèmes, des modèles, on appelle ça conception assistée par ordinateur, qui permet de faire le lien entre les modèles qui permettent de faire les dessins et des règles
qui permettent que ce soit manufacturable. Le problème, c'est qu'on a eu de plus en plus de retours. Donc le time to quality, il n'était pas bon. Donc il a fallu aller chercher de plus en plus souvent des données et travailler sur le retour de ces données, travailler sur la variabilité pour faire cet alignement. Et la thèse de Kashif est sur ce sujet. Donc, ça, on maîtrise. Time to market, time to volume. Et donc, comment améliorer cette partie-là, l'alignement? Et c'est tout un problème de données. Pourquoi? Parce que quand on développe une technologie pour mettre en place les modèles et les règles, eh ben, ça part de données de production. On vient regarder, analyser les causes, le rendement, les limiteurs, et on appelle ça DFM. Et comment ça fonctionne? Par un retour, un feedback, une analyse de variabilité. Si on n'a pas les données, ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, on a des problèmes d'alignement de modèle. Et comme aujourd'hui, une fois qu'on a fini cette phase, tous les ans ou tous les 2 ans, il y a une nouvelle techno, on envoie nos bibliothèques au client. Le client nous dit, très bien, moi ça me va, je vous demande, voilà les masques et voilà les règles. Alors ça, c'est des systèmes automatiques. On a des coûts de développement ici qui sont énormes pour arriver à faire ces systèmes, et il nous envoie les protos. Il ne fait pas que chez nous, il les envoie chez plein de monde, et le premier qui a gagné, il a jackpot. C'est-à-dire qu'il a le produit. Le problème, c'est si ça ne marche pas, eh ben, ça coûte très cher, parce qu'il faut tout refaire. Voilà. Alors, tout va être là. Cette capacité à aligner les modèles et à faire de l'analyse de données, donc à collecter les données et les analyser. Alors, c'est un cercle vertueux si on y arrive. Le DFM nous permet de réduire le temps de montée d'accès à la techno. Le temps d'accès à la techno, c'est rampe prête, ça nous permet de monter, puis profitabilité, et ça motive pour continuer le boulot, puisqu'on a les moyens de le financer. Alors voilà les résultats de la thèse de Kashif, en transparent, hein, voilà. Donc, sur quoi a travaillé Kashif? Sur l'accès à des bases multisources. Il nous a proposé des modèles. Alors, c'est un boulot de génie industriel. Pourquoi? Parce qu'on a analysé l'ensemble de la structure depuis le manufacturing jusqu'au design, sous forme de modèles. Et on avait regardé quels étaient les points clés dans une organisation telle qu'elle est pour améliorer les choses. Et ce qu'on a pu constater, on va voir avec des index, des choses comme ça, c'est que ce n'est pas un problème d'expertise. On a des gens extrêmement compétents partout. C'est un problème de lien. Le regard de l'autre, alors je vais en parler, c'est comment on fait pour s'écouter les uns les autres dans des métiers qui n'ont plus rien à voir entre le design et la production. Comment on tient compte quand on fait du design de la personne qui va faire la maintenance et qui doit subir une nouvelle techno ou un nouveau produit, sachant que ce produit a une influence sur les dépôts qu'on met dans la chambre, par exemple. Donc, Kashif nous a aidé, la thèse de Kashif au travers GESCOP à travailler là-dessus, et on le fait au travers d'outils. Donc, suite à cette analyse, il a proposé des outils qui sont nouveaux, notamment des systèmes d'alignement de données, une base de données qui permet de mieux gérer ça aujourd'hui, et puis une architecture qu'il appelle ROMI. Et tout ça, ça a fait l'objet de prototypes industriels qu'on a testés, certains sont toujours utilisés, et maintenant on est en train d'essayer de les déployer industriellement. Alors, le deuxième thème que je vais aborder, c'est quand on fait de l'analyse, on doit parler de contrôle de variabilité et de gestion des risques. Alors, pourquoi? Parce que pendant longtemps, quand on parle de qualité, on dit qu'est-ce que c'est que la qualité? Et puis, il y a des définitions dans tous les sens. Alors, un opérationnel, il ne regarde pas ça. Il se fiche si c'est service qualité ou pas. Il dit, moi, j'ai des problèmes de coût, de rendement, de temps de cycle, de sécurité ou d'environnement. J'ai plein de techno à faire, de produits, et je suis dans un environnement manufacturing. Donc, je dois contrôler et réduire de façon continue la variabilité. Et on va voir pourquoi. Et la deuxième, c'est manager les risques de faire une action ou ne pas la faire. Et c'est très important de savoir lesquels on ne fait pas, parce que sinon on fait de la surqualité, ça coûte trop cher. Alors, pour ça, 3 domaines.
les méthodes, que souvent on appelle les méthodes qualité, mais en fait, c'est comment travailler ensemble. Deuxième, c'est la stat. Et le troisième, c'est les données. Moi, j'appelle ça l'alphabet et la grammaire. C'est-à-dire que si on n'a pas fait attention à ça, on peut raconter n'importe quoi dans ces domaines-là. Donc, si on n'a pas ce lien, eh ben, on a un sérieux souci, parce qu'on n'a pas de synergie, et c'est la tour de Babel. C'est-à-dire que chacun parle ce qu'il veut, comme il veut, on ne se comprend pas, on n'arrive pas à monter l'édifice. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans certains projets. Alors, comment faire? Eh bien, on est dans un environnement de production, c'est-à-dire une machine, on va se focaliser plus sur les machines, entourées d'automation, d'opérateurs, de maintenance, d'autres équipements qui me fournissent des produits à fabriquer, des clients, et puis des bases de données. La plaque rentre et on veut obtenir ces résultats, c'est la seule chose qui intéresse. Tout va dépendre de quel type d'équipement on a. On ne va pas pouvoir faire la même chose en fonction du type d'équipement. Donc il y a de la recherche en termes d'équipement de procédés, de métrologie, et en science on oublie souvent, je me rappelais ce matin à des étudiants, que la science après Galilée, c'est la mesure. On fait de la science avec la mesure. Et on passe trop de temps à utiliser les données comme une vérité. Voilà. Ça, c'est la catastrophe. Voilà. Le nombre de calculs qu'on fait, qu'Achille a pu le voir, qui ne servent absolument à rien parce qu'on ne s'est pas posé la question de la capacité des équipements de métrologie. Et tous les sensors qu'on rajoute sur les machines, c'est de l'or en barre, à condition qu'on fasse une capacité de mesure de ces capteurs, et l'automation des équipements. Ensuite, le produit. On a des produits, des témoins, mais aussi, on met en parallèle de la production avec des prototypes. Et alors ça, on le fait exprès, parce que si on veut faire time to quality, il faut que quand on fasse la recherche-développement, on la fasse en parallèle avec la production pour être sûr que ce qu'on va faire est industrialisable. Troisième aspect, le mix. Alors ça, c'est une problématique qu'on n'est pas les seuls à avoir. C'est que, notamment au niveau de la maintenance, c'est que dans le passé, par exemple, si on regarde ce qu'on appelle l'optimisation de la maintenance par la fiabilité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les machines sont pensées pour être utilisées, faites pour un produit donné. Or, quand on a 140 produits, 15 technologies à faire, qu'est-ce qui se passe? C'est que les machines réagissent complètement différemment en fonction de ce qu'on passe dessus. Or, toute la maintenance est faite en pensant que si ça ne fonctionne pas, c'est le problème des machines. Or, c'est complètement faux, on va le voir. Les équipements. Et ça, c'est un problème qu'on n'est pas les seuls à avoir, c'est plus on aura de produits, plus on aura de technologie, moins les clients, moins les industriels pourront changer leurs machines rapidement. Parce que sinon, ça leur coûtera trop cher. Conséquence, on est tous dans cette situation. Ensuite, l'environnement. Le design des équipements, bien sûr, mais la maintenance. Les protocoles de maintenance sont modifiés à cause de ça. Ensuite, les recettes. Si vous avez beaucoup de produits, beaucoup de technologies, vous avez énormément de recettes pour faire vos produits. Or, vous voyez ici un taux d'erreur sur la réalisation des recettes qui influe sur les machines qui est énorme. Et le contrôle des procédés. Et ensuite, votre niveau d'automation et la faculté que vous avez à utiliser ces données. Alors, exemple d'un environnement de production, mais ça, c'est une machine, mais ça pourrait être un capteur, hein, ce dont on parlait tout à l'heure. On a un contrôle plan au niveau de la plaque, du lot, des produits, des témoins, des nettoyages, des périodes où la machine est arrêtée. Voilà, au niveau équipement, qui peut être redondant. Les plaques passent. Premier niveau de contrôle, et on l'a de plus en plus sur les machines, c'est de venir capter les signaux des équipements en temps réel et de faire du SPC dessus. On appelle ça de la FDC, au niveau des capteurs des machines, à condition qu'on puisse en servir d'outil de métrologie. Le deuxième, c'est le contrôle statistique des procédés, qu'on fait après coup. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher parce que ça coûte du temps de cycle. Il faut savoir qu'on sort les lots en 10 semaines. Aujourd'hui,
comme on fait de la R&D en parallèle avec la ligne de production, on est capable de sortir des prototypes en 6 jours. Tout le reste, c'est de la métrologie. D'accord? Donc, ça coûte une fortune de faire de la métro sur les circuits. Donc, on ne peut pas tout mesurer. C'est ce dont Michel va parler. Ensuite, des boucles de régulation qui vous permettent de compenser les dérives des étapes précédentes à l'étape suivante, et des boucles qui vous permettent de compenser la dérive de cet équipement sur l'étape d'avant, dans certaines limites. Et enfin, tout ce qui est maintenance, corrective, préventive, prédictive. Et je dis enfin, mais voilà la dernière. Qu'est-ce qui fait que tout ce système fonctionne? C'est quand ça ne marche pas, eh ben, il faut un système de gestion des risques. C'est-à-dire des AMDEC, FMEA, des 8D, au niveau équipement, recettes, produits, technologie, qui est une poupée gigogne. Parce que tout le monde se renvoie la balle. Donc, on va parler un peu plus de ça dans quelques minutes. Alors, pourquoi faire du SPC? Pourquoi travailler sur la variabilité? Parce qu'on a tous la conviction qu'on est capable de faire des modèles. Et effectivement, on reçoit des super modèles de l'université. Le problème, c'est quand on les applique, l'industriel dit « ton modèle ne fonctionne pas ». Ce que j'ai pu remarquer, c'est que souvent j'étais fautif. Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas faire de modélisation. La modélisation est supposée être comparée à une loi de distribution. Si votre distribution est normale, vous allez dire, je prends la moyenne et la médiane, j'ai l'écart type qui représente quelque chose, et je vais pouvoir prévoir ce qui va se passer. Le problème, c'est que si vous avez des causes spéciales, c'est-à-dire que les distributions ne sont jamais les mêmes, on ne pourra jamais faire de prédiction. Quand vous avez un fort mix de produits et que vous avez constamment des causes spéciales, il est impossible de gérer votre ligne de production. C'est-à-dire que vous allez lancer, vous voulez un objectif de temps de cycle et de coût, et vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Donc la bête noire de toute modélisation, c'est ça. Donc il faut un système qualité pour réduire au minimum les causes spéciales. Une fois que vous avez ça, eh ben on va faire, bon, c'est simplifié, centrage sur la cible, et réduction de la variabilité. Très bien. Premier point, sur les causes spéciales. Deuxième point, alors exemple. Dans la majorité des cas, prenons par exemple le contrôle de la variabilité sur un équipement, l'impact sur le temps de cycle et les coûts. Le temps de cycle ici. Voici un équipement, ça c'est un facteur de temps de cycle, je ne vais pas rentrer dans le détail, et vous êtes en production, en train de gérer votre production, un parc de machines de 350 machines avec des opérateurs, et vous avez un certain taux d'utilisation de vos équipements, c'est-à-dire le taux de production sur l'uptime de la machine, la disponibilité de l'équipement. La personne de production qui lance son volume, elle garantit un temps de cycle des coûts en fonction d'un certain aspect de la disponibilité. Si vous posez la question à une personne de maintenance ou à beaucoup de gens aujourd'hui, il va vous dire, ce qui m'intéresse, c'est l'uptime de mon équipement. Faux. Il y a énormément d'études qui ont été faites qui montrent que l'impact majeur, c'est la variabilité. Voilà l'impact de la variabilité, c'est-à-dire pour le même temps de cycle, voilà, vous allez mieux utiliser vos équipements si vous réduisez la variabilité. Et pour un même taux d'utilisation, vous aurez un meilleur temps de cycle si vous réduisez la variabilité. Pourquoi? Alors, je ne vais pas rentrer dans le pourquoi, mais c'est... Ce sera un peu long, mais les variabilités des tracteurs, c'est quoi? C'est la dispo des équipements, la variabilité de la disponibilité, le nombre de produits que vous avez à faire, le temps de process et le nombre d'outils qualifiés. Or, si vous regardez la valeur individuelle, la moyenne de la dispo, l'uptime, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez gagner énormément si vous travaillez sur la variabilité en termes de pilotage de votre usine, et qu'il vaut mieux une disponibilité équipement plus faible, mais peu variable, qu'une disponibilité équipement forte. D'accord? Donc ça, c'est un point. Parce que les causes spéciales, c'est-à-dire si votre variabilité, c'est des causes spéciales, ça vous enlève la fluidité au pilotage de la ligne. La deuxième chose, c'est les risques. Alors, là, je vais montrer. Les risques, c'est un problème de science de la production. Et donc, on a vu la variabilité et les risques ici.
Et c'est là que les sciences humaines me sont très utiles, parce que si on veut supporter ce programme de connaissance, de la variabilité des risques, quand on se pose la question du savoir, de la connaissance, on se pose 4 questions. La première, c'est quoi? Quelle panne ou cause apparaît? Donc j'ai besoin de la connaissance de quoi détecter ou quoi prévenir. La deuxième, c'est pourquoi un effet qui est induit par une panne apparaît. Donc j'ai besoin de la connaissance des causes. Et comment une panne qui apparaît, ou une cause apparaît, j'ai besoin de la connaissance de la détection ou de la prévention. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour détecter et prévenir? Et quand une panne qui induit un effet va apparaître. Là, j'ai besoin de la loi qui lie les causes aux effets. Or, il se trouve que, il y a un système qui permet de faire ça. Ça s'appelle les AMDEC. Les AMDEC, vous avez une panne, un mode de défaillance, qui a un effet. Ça suppose que vous l'ayez détecté. Le niveau de détection dépend de là où vous l'avez vu. S'il est chez le client, le risque est très élevé. Et ce que vous souhaitez, c'est, grâce à l'étude que vous faites, c'est prévenir la cause. Donc, la prévention, c'est une poupée gigogne, c'est-à-dire si c'était sur le client, je veux le voir dans ma ligne de production. Donc, je mets une détection qui me permet de prévenir le fait que je le vois au client. Alors, ça, il se trouve que répondre à ces questions, ça nous aide parce que les êtres humains, ça s'appelle le processus rationnel, que les êtres humains, ils ont mis en place quelque chose qui est très bien à utiliser, que j'adore, c'est la science. La science, c'est trouver des liens de cause à effet, et là, on a de la chance, elle est facile parce que c'est de la science objective. On a vraiment des mesures, donc on n'est pas dans... Alors, si on regarde la science, ça vient du latin, scientia, ça tombe bien, c'est connaissance, et conscience, c'est le fait d'être accompagné de savoir, de connaissance. Alors moi, ça m'a intrigué, ça, donc je suis allé voir un peu comment ça se passait, et il y a quelqu'un qui en a très bien parlé, c'est Kant, qui dit que, voilà le mécanisme, tout être, moi, quand je dis quelque chose, je suis dogmatique. C'est-à-dire, je prends mes concepts pour des vérités, mais il se trouve que je suis en même temps subjectif. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand j'émets une idée, je suis dogmatique, mais si je suis vulnérable, si je sais que peut-être j'ai faux, la rationalité va me faire un cadeau, c'est le deuxième pas, le scepticisme. C'est-à-dire que je vais avoir la chance de pouvoir rentrer en relation avec les autres et voir mon image, l'effet de ce que je pense dans la réalité. Et ça va générer un doute. Il ne faut pas que je sois trop sceptique, il faut que je sois vulnérable et pas trop naïf en pensant que j'y arriverai jamais. Et là, si je fais ça, j'ai accès à une troisième chose, c'est le troisième pas de la raison chez Kant, c'est le critique. Le critique au sens grec du terme, c'est-à-dire séparer ou trier. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit c'est pas un pas en avant, c'est un pas en arrière, mais que le seul moyen d'y arriver, c'est le regard de l'autre. L'autre qui est le médiateur, c'est le nécessaire médiateur, celui qui permet de sortir des mauvaises croyances. Ça, c'est Sartre. Donc ça permet d'acquérir ce qu'on appelle une conscience pratique. Alors comment faire? Eh bien avec Ayman Mili, qui n'est pas là ce soir, eh bien c'est des techniques qu'on a utilisées industriellement. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, mais si on allait voir, indépendamment des groupes, ce qu'il y a dans la réalité, collectons les effets réellement, pour essayer d'aider les gens à se poser des questions sur leurs concepts et mieux travailler ensemble. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc voilà l'AMDEC, fonction, critère de valeur. Et qu'est-ce qui se passe? Quand le critère de valeur n'est pas rempli, ça s'appelle une défaillance. Comment je la vois? Si j'ai un déclencheur de cette défaillance. Et les faits sont des risques de sous-qualité et de surqualité, ou des effets de coût, de temps de cycle de rendement et de variabilité. La variabilité qui est induite par le fait que, par exemple, je vais faire un pilotage de ma ligne et pas m'apercevoir que ce pilotage est une cause spéciale. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'où elle vient? Quelles sont les causes? La complexité des technos et des produits, les exceptions planifiées ou non planifiées, la qualité, le rendement, les opérateurs, le design et le pilotage dirigé, non maîtrisé.
Par exemple, un management ou un chef de service qui dit tu me fais cette opération, et puis on détruit complètement l'équilibre de la maintenance des équipements. Alors, comment on va faire? Eh bien, ce qu'on veut, c'est prévenir les causes des critères de valeur non remplis. Comment? En appliquant ce processus. D'abord, il faut dire que détecter, ne pas faire de la surqualité. Vraiment s'attaquer au problème. Ça, c'est la thèse d'Ayman Mili, qui n'est pas ici ce soir. Ensuite, pourquoi? Les causes des effets des défaillances, c'est comment? C'est la thèse de certains d'entre vous qui sont là. Voilà, je vais en parler après. Voilà. Comment et quand? Les lois qui lient les causes aux effets. Alors, la première partie, la voici, c'est comment appliquer ça industriellement. Normalement, on est subjectif et on pense qu'on a la vérité. C'est exactement la façon dont on fait les index aujourd'hui. C'est-à-dire, on évalue les événements manuellement, même si on a des paretos, on le fait avec notre regard, puis on vient faire des analyses de risque manuellement, et on a des analyses communes, et comme on se met tous d'accord les uns avec les autres, on pense qu'elles sont objectives. Comment faire? Être sûr qu'elles sont bien objectives, en allant collecter directement les données. Du coup, on instaure le doute sur notre objectivité, parce qu'on va s'apercevoir que quand on les collecte, on trouve des résultats complètement différents dans des plans d'action qu'on fait manuellement. Et enfin, on a ce qu'on va appeler des plans d'action quantifiés, c'est-à-dire des choses qui sont basées sur des faits. Alors, application, la thèse d'Ayman Mili. Donc, les événements, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu collecter des données et avoir une base de risque dynamique. Comment on a procédé? Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais c'est entièrement modélisé, donc c'est tout basé sur des données réelles de production. Alors, comment on a fait? Voilà des schémas qu'on trouve dans beaucoup de publications, avec l'analyse des risques, les contextes, les effets des défaillances. Pour l'instant, on ne s'intéresse pas aux causes, les modes, les événements. Et de l'autre côté, toute usine de production qui a un système qualité a une cotation de sévérité, d'occurrence et de la détectabilité entre 1 et 10. Donc, on va utiliser ces échelles pour quantifier les risques vis-à-vis de systèmes réels. On collecte dans les bases de données les pannes, on les a, les effets, le temps d'arrêt par exemple, le nombre de fois que ça arrive, les failure modes, les événements qui étaient dans ce contexte-là, et on vient calculer avec des tables communes sévérité occurrence, c'est lié au coût de temps de cycle, au coût et au temps de cycle. Sévérité détection, c'est en rapport avec le rendement et les coûts. Et automatiquement, on a ce qu'on appelle des risk-based action plans. Donc voilà un exemple de réalisation. Donc ça a été publié. La personne qui avait défini ce processus avant, c'était ce monsieur-là. Donc expertise, évaluation, et qui est faite à la main, puis cotation et évaluation des risques. Et ce qu'on a fait, c'est ça. C'est un système automatique qui vient faire toute cette partie. Donc le regard de l'autre est nourri par la réalité et instaure le doute. Et on a des plans d'action ici qui sont des FMEA, mais qui sont des plans d'action avec une notion de risque. Alors, application. Voilà une base de données de production, il n'y a pas tout là, hein, mais dans lequel on a un atelier, lithographie, des machines, des temps d'arrêt qu'on a dans toutes les bases maintenance. Quelle est l'activité? Et là, par exemple, vous avez un événement qui dit que les portes s'ouvrent ou se ferment mal. Donc c'est enregistré par la maintenance et ça se passe comme ça. Les machines sont sous automation. Qu'est-ce qu'on fait? On vient compter. On vient compter combien on en a. 264 fois dans le mois. Ça dure 771 heures parce qu'on a énormément de machines. Et on vient, avec la grille de cotation, faire la sévérité et l'occurrence, et on vient classifier les risques basés sur la réalité. Voilà. Donc voilà un exemple d'utilisation de ce qu'on a vu précédemment. Alors, après on peut se dire, oui mais attendez, comment ça se fait qu'on ne pense pas la réalité comme elle est? Alors normalement en science on le sait. On sait que 90% de ce qu'on pense c'est faux. Mais nous on l'a mesuré.
Donc, voilà ce qu'on a gagné sur une machine à 30 millions d'euros en termes de disponibilité. On voit bien qu'on a travaillé sur la variabilité. Donc ça, c'est en termes de 2,5% de disponibilité, c'est énorme. Hein, mais voilà ce que ça a donné. On a rajouté 250% de risque en 9 mois. C'est-à-dire qu'on a un système qui constamment est en mouvement. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas l'expertise? Pas du tout. Quand vous mettez les gens sur une task force pour aller résoudre un problème, ils vous le résolvent. Le problème, c'est qu'on ne voit pas arriver les nouveaux événements. Et donc, en faisant ça, on s'est aperçu qu'il y avait 16 risques majeurs qui n'étaient pas du tout traités. Et surtout, on s'est aperçu que 85% des cotations de ces récurrences étaient fausses, parce qu'elles avaient été faites à une période, et quand elles ne sont pas entretenues dynamiquement en fonction des faits réels, eh ben, on n'avait plus du tout les mêmes problèmes dans la ligne de production. Voilà. Petit film. C'est à quelle occurrence la mise à jour des faits? Ben, ça dépend de la fréquence. Vous pouvez le faire une fois par semaine, une fois par mois, ce que vous voulez. Voilà, ça dépend comment vous voulez gérer vos plans d'action de maintenance. Bien. Alors maintenant, on va voir un peu la complexité d'une usine de fabrication. Je ne vais pas rentrer dans le transport. Bonjour et bienvenue sur le site de ST Microelectronics de Crolles. Je vous propose de visiter ensemble la salle blanche où sont fabriqués les circuits intégrés sur des plaques de 300 mm de diamètre. Cette salle blanche est ultra propre et c'est pourquoi, avant d'y entrer, nous avons besoin de nous habiller avec une tenue spécifique pour éviter d'amener toute poussière à l'intérieur. Nous allons donc pour ce faire enfiler une cagoule, une combinaison et des surbottes. Une fois habillés, nous devons maintenant nettoyer tout ce que nous allons amener à l'intérieur de la salle blanche, avec une chiffonnette et un peu d'alcool. Le badge, le téléphone, sans oublier les lunettes de sécurité. Nous sommes prêts pour la douchère. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la salle blanche. Sa superficie est de 10 000 m². Elle est composée d'une dalle flottante de 5 000 m² située au centre. Sur cette dalle, qui est complètement indépendante du reste du bâtiment, il n'y a, comme vous pouvez le constater, ni piliers, ni cloisons. La salle blanche est nettoyée par un flux d'air permanent qui va de haut en bas et qui permet d'obtenir une propreté de classe ISO 4, c'est-à-dire moins de 10 000 particules de poussière de 0,2 microns par mètre cube d'air. Le flux d'air est de 0,5 mètres par seconde. La hauteur de la salle blanche est de 4,5 mètres, ce qui veut dire que l'air de la salle blanche est renouvelé complètement toutes les 10 secondes. La température est de 21,5 degrés, régulée à plus ou moins 0,1 degré, et l'hygrométrie de 40%, régulée à plus ou moins 2%. En salle blanche, il existe deux couleurs de tenue. Le personnel ST est en tenue de couleur bleue, tandis que le personnel extérieur est en tenue de couleur blanche. Dans cette salle sont fabriqués des circuits intégrés.
plus communément appelées des puces, qui sont composées de transistors élémentaires dont les dimensions minimales sont de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. Nous sommes rentrés dans l'ère de la nanotechnologie. Aujourd'hui, on peut placer plus de 1000 transistors dans l'épaisseur d'un cheveu. On peut donc réaliser sur quelques millimètres carrés des fonctions pour des systèmes tels qu'un décodeur de télévision numérique 3D, un lecteur Blu-ray, le cœur d'un téléphone intelligent ou d'une tablette numérique, ou encore un système de positionnement GPS, et bien d'autres fonctions que nous ne connaissons pas encore. Les tranches de silicium de 300 mm sur lesquelles sont fabriqués les circuits intégrés sont stockées dans des boîtes hermétiques. Elles ne voient donc jamais directement l'air de la salle blanche. Ce sont ces boîtes hermétiques qu'on appelle les FOUP. Chaque FOUP contient en général 25 plaques identiques qui constituent un lot de production. Nos clients commandent donc leur circuit intégré par lot de 25 plaquettes. La salle blanche est divisée en ateliers. Chaque atelier correspond à une étape bien précise de la fabrication des puces. On trouve des ateliers de préparation de surface, de dépôt d'oxyde, de dépôt de métal, l'atelier central de photolithographie, des ateliers de gravure des couches, de polissage des couches et d'implantation ionique à travers ces couches. Pendant 6 à 8 semaines, qui est la durée moyenne de fabrication des circuits intégrés sur les plaques de silicium, les lots de production vont donc se déplacer d'atelier en atelier pour subir toutes les opérations nécessaires. L'atelier de photolithographie dans lequel nous nous trouvons actuellement est un atelier stratégique pour la fabrication des circuits intégrés. C'est en effet l'atelier où se trouvent les machines qui vont permettre de réaliser le dessin nécessaire à toute nouvelle couche à réaliser. Dans cet atelier, on utilise des résines sensibles à la lumière. La résine étalée à la surface de la plaque est insolée à travers un masque, puis développée pour ne conserver que la partie non insolée. Ces ouvertures vont servir de zone de travail pour les opérations suivantes. Les lots de production reviennent dans l'atelier de photolithographie autant de fois qu'il y a de dessins à réaliser dans les couches successives, c'est-à-dire plusieurs dizaines. Le déplacement des lots s'effectue donc en revenant régulièrement à ce point central et non en ligne, comme on peut le trouver dans les ateliers de production plus classiques dans d'autres industries. Les machines de photolithographie sont les machines les plus précises et les plus difficiles à fabriquer de la salle blanche. Ce sont donc logiquement les plus chères. Aujourd'hui, le coût d'une machine complète de photolithographie est de plusieurs dizaines de millions d'euros. Cette salle blanche moderne est équipée d'un système de transport automatisé situé au plafond de la salle blanche. Il permet le déplacement des lots de production d'un équipement ou d'un stockeur vers un autre équipement. Les lots sont ainsi transportés sur des rails dont le réseau fait plusieurs kilomètres par des véhicules dont la vitesse de pointe atteint 3 mètres par seconde. Le nombre de transports est supérieur à 1000 par heure. La gestion de production est dorénavant assurée depuis des PC de supervision. La production s'effectue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le travail des opérateurs et des techniciens de production se répartit en tâches de différentes natures. L'inspection visuelle des plaquettes, le contrôle journalier des équipements et le traitement des dérives mesurées, ou encore des tâches dites de process qui consistent à traiter les problèmes détectés en ligne sur les lots. Une large partie de l'activité des techniciens de production est dédiée à la maintenance préventive des équipements. Cette maintenance a pour but de limiter les pannes qui pourraient survenir pendant les étapes de fabrication et de garantir le meilleur état de fonctionnement et de propreté de l'équipement. Une fois terminé, chaque tranche de silicium est testée. Le test en fonctionnement électrique de chaque circuit permet de vérifier sa bonne fonctionnalité. Le nombre de puces fonctionnelles permet de déterminer le rendement électrique de chaque tranche de silicium. Il faut savoir que le coût de fabrication des puces que nous vendons à nos clients est directement lié à ce rendement électrique.
L'ensemble des circuits fonctionnels est ensuite découpé et mis en boîtier dans d'autres usines de ST dans le monde, avant d'être livré à nos clients. Nous venons de voir l'une des usines de fabrication de circuits intégrés les plus modernes et les plus performantes qui existent. Nous espérons que vous avez apprécié cette visite. Bon, le cinéma n'est pas la réalité, vous l'avez bien compris. Il y a un petit écart. Bien, je vais donc présenter comment la collaboration finalement SPG-Scope s'est mise en place sur ce champ-là en particulier. Et puis ensuite, j'aborderai un exemple que je décrirai assez rapidement. C'est un exemple en fait d'éléments d'indicateurs de performance qui s'appelle le WAR, et qui est un concept, je dirais, qu'il faut un petit peu comprendre. Ça veut dire Wafer, Work at Risk, en fait, ce qui constitue une évaluation, je dirais, du risque qu'on prend sur la qualité de l'encours de production. Pour faire vite. Et puis après, je repasserai la main à Stéphane pour la suite. Bien, donc actuellement, ça c'est un schéma que vous trouvez sur, comme tout production scientifique, si je puis dire, sur Internet, qui a été élaboré pour synthétiser dans les projets Improve et Integrate, qui sont les deux projets européens successifs qui ont permis de structurer notre collaboration, un certain nombre d'éléments et de thèses dans lesquelles on retrouve des choses qui ont été décrites tout à l'heure par Stéphane sur l'aspect design, manufacturing et inspection. Et finalement, c'est autour de tout ça que ces différents travaux, je dirais, gravitent. Alors effectivement, beaucoup de nos travaux sont basés sur le travail qu'a fait Emen Lilly sur l'aspect dynamique des AMDEC. Je crois qu'il y a là une contribution qui est tout à fait importante et qui déborde le cadre de la microélectronique, puisque dans d'autres champs, secteurs industriels, c'est des choses qui sont aujourd'hui mises en place et questionnées. Un des travaux qu'a aussi décrit, sur lequel s'est beaucoup appuyé la présentation de Stéphane, c'est le travail de Mohamed Kashif Shahzad sur les aspects DFM, où on avait aussi l'ambition de faire du design for manufacturing dynamique, c'est-à-dire de tendre les délais entre l'identification d'une cause de défaillance et la mise en place de son incidence sur le design des produits, donc au niveau des études elles-mêmes. Bon, cette ambition, je dirais qu'on avait, elle s'est quand même heurtée à des notions de disponibilité de données, sur lesquelles il a fallu beaucoup travailler et qui ont, je dirais, d'une certaine façon, un petit peu mis au second plan l'objectif initial qu'on pouvait avoir. Mais je reste persuadé que les notions de DFM dynamique sont des notions qui vont émerger. Pourquoi? Parce qu'on design de plus en plus de produits et avec des technologies de production qui sont elles-mêmes en évolution et qu'il faut prendre en compte cette évolution. Donc c'est des choses, c'est une espèce de course entre les technologies et le design des produits qu'il faut être capable de gérer. C'est l'objectif de ce DFM dynamique. Après, il y a deux contributions. Alors, c'est ce qu'on va présenter maintenant, finalement. La contribution de Belgacem sur les aspects plan de contrôle et maîtrise de cet indicateur de Wafer at Risk. Et puis, le travail de Farouk, qui, lui, porte sur la maintenance prédictive et le HF, c'est-à-dire l'indicateur de santé des équipements. Voilà. Donc un rapide tableau, bon ça d'abord il aurait fallu que je le mette à jour, et puis aussi, je dirais, ça montre un petit peu
la volumétrie des thèses qu'on peut réaliser ensemble. Hein. Bon, une thèse, c'est 3 ans. On en a là quasiment une par an qui alimente le système. Hein. Donc, on est loin de travailler tout seul, si je puis dire, et heureusement. Hein. Et puis aussi, ce qui alimente les thèses, finalement, c'est des étudiants de master qui sont inclus dans le système et qui parfois poursuivent ou non. Voilà. Donc je vais en venir là sur cette question du wafer at risk. Hein. Celui-là, il m'amuse beaucoup, hein, ça me transparent. C'est pas moi qui l'ai fait. Je dirais pas qui l'a réalisé, mais il le sait. Et finalement, il y a beaucoup de travail quand même à faire ça hein, dans PowerPoint, mais où on voit clairement, quand on regarde le parcours, d'abord on a un seul wafer qui circule. Hein. Donc ça, évidemment, c'est pas la réalité, parce que dans la réalité, il y en a partout qui sont en train de bouger. Hein, et on a des mouvements qui apparaîtraient browniens si on les décomposait pas de cette façon. Alors, deuxième chose où il y a une remarque à faire, bon ça je ne reviendrai pas sur ce qui est marqué en bas et qui a été cité par Stéphane tout à l'heure, hein, mais c'est que finalement on a un wafer là qui subit une inspection, c'est-à-dire des contrôles à chaque opération de production. Bon, ça c'est bien joli, mais quand vous allez voir votre banquier ou vous allez voir vos actionnaires, ils vous disent mais comment, j'ai entendu dire ailleurs que faire de la qualité, c'est ne pas faire de contrôle. C'est exactement ce que disait Maurice Pillet, quelqu'un qui connaît son domaine, dans cet amphi, il n'y a pas si longtemps que ça. Il disait, la qualité, on ne contrôle plus. Hein, c'est-à-dire qu'on maîtrise le système hein, et on garantit, ça revient sur les notions de variabilité que citait tout à l'heure Stéphane, hein, mais finalement, faire de la qualité, c'est ne pas contrôler. Hein. À partir du moment où on contrôle, c'est qu'on n'est pas sûr de son coût. Hein. Donc faire bon du premier coup, ça veut dire ne pas contrôler. Bon. Alors, ici, on a vu que ce wafer, il subit une inspection à chaque élément de production. Bon, ça veut dire c'est tenable pour faire des protos, pour acquérir de la connaissance, finalement, du système, et c'est tout à fait nécessaire pour mettre au point les rendements et ainsi de suite. Mais quand on arrive à des stades de production, ça, c'est plus tenable, c'est plus possible, hein, parce que ça coûte trop cher, parce qu'on n'a pas non plus les ressources et les machines d'inspection nécessaires, hein, parce que là, c'est un descriptif un petit peu schématique, mais finalement, les machines de mesure, c'est des machines qui coûtent très cher, et il est hors de question d'aller voir le patron d'un site et de lui dire « Écoute, on s'en sort pas, on n'a qu'une machine, ça passe pas, il en faudrait une deuxième. Hein. » Autant sur la production, vous pouvez trouver une écoute avec ce type de discours, autant sur le contrôle, j'en doute. Hein. Donc ça s'explique. Donc du coup, la question est comment produire en contrôlant le minimum, hein, finalement. Il faut quand même contrôler, mais le minimum. Hein. Alors, pour ça, eh bien, je dirais que tout système de production, ça c'est un schéma en gros, c'est du Lemoigne, hein, ça a 30 ans ou plus, hein, c'est du système opérant, ici en bas, c'est de l'alternance process tool, c'est-à-dire machine de production, machine de métrologie, et ainsi de suite. C'est un système d'information organisé, hein, d'accord, avec ici un certain nombre de classes, et c'est renvoyer vers les décideurs un certain nombre d'indicateurs. Hein. Ici, j'en ai pris 2 hein, sur ce transparent. C'est le wafer at risk, je vais expliquer de quoi il s'agit, et c'est l'indicateur de santé des équipements, hein, qui est évidemment essentiel pour bien produire. Hein. Et ça, Stéphane en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, ce célèbre wafer at risk, hein, c'est donc la thèse de Belgacem avec Mohamed Chanoun. En quoi ça consiste? Ça consiste à se dire, à avoir le raisonnement suivant, que je conduis ici sur une unique machine. Hein. Ensuite, on va voir que quand on généralise ça à un site complet de production, ben, les choses ne sont pas si simples. Hein. Mais pour une machine, c'est se dire, ben, je peux produire un wafer. Je ne le contrôle pas. J'en produis 10 wafers, et ainsi de suite. Hein. Et ici, je monte mon niveau, et puis à un moment donné, je me dis, mais j'ai lancé en encours énormément de produits et finalement énormément d'argent. Le coût d'un wafer, je laisse le spécialiste en parler. Hein, je dirais que, bon, avec un wafer, il peut se payer une voiture quand même, hein, il me semble. Voilà, pour donner une Logan peut-être, hein, pas beaucoup plus, mais enfin, c'est déjà ça, quoi. Voilà. Donc vous lancez les wafers et puis petit à petit, vous êtes conscient qu'en fait, en termes de risque que vous prenez, hein, d'impact du risque, ben, cet impact est croissant puisque si
il y en a un qui est mauvais, il y a de fortes chances que tous ceux qu'on a produits avant l'inspection, enfin, il est possible qu'ils soient mauvais. Hein, et il est également probable que ceux qu'on produira ensuite seront aussi mauvais hein, si on n'a aucune action corrective hein, ou de maintenance. Hein. Donc cette notion de wafer at risk, elle consiste à dire, ben, pour une machine, finalement, je ne vais accepter de prendre le risque jusqu'à un certain plafond, hein, qui vaut ici RL. Hein, je dis, je n'accepte pas d'avoir plus de X milliers d'euros de risque pris par rapport à la santé des produits produits. Voilà. Donc ici, quand je fais une inspection, quand je fais un contrôle, ensuite, alors là on peut en discuter, mais le modèle qu'on a adopté, c'est de dire toute opération de contrôle, à partir du moment où on contrôle et c'est bon, hein, et ben on postule que toute la production est bonne, hein, et on postule également que ben, l'encours est remis, enfin le wafer at risk est remis à zéro. Voilà, donc ça c'est le principe pour une machine. Ensuite, quand maintenant je généralise ces choses-là à beaucoup de machines, hein, bon, on a vu, etc., eh bien j'ai d'abord à définir cette notion de wafer at risk globale, hein, c'est pas évident, ça peut être une sommation, ça peut être une moyenne, ça peut être, etc., hein, c'est pas... Enfin bon, on a testé un certain nombre d'hypothèses hein, là-dessus, mais aucun indicateur ne s'impose de lui-même et d'être évident, hein, au sens de l'évidence de Kant. Hein. Bon, mais ici, ce que je dis, c'est que l'incertitude que j'ai sur les produits, c'est ça que je veux lever, l'incertitude que j'ai sur l'encours global, au niveau de l'ensemble de l'usine, eh bien, varie avec des variations qui sont de cette nature. Hein. Alors on dit, quand je suis en dessous de ce plafond, c'est acceptable, quand je suis au-dessus, ça l'est pas. Hein. Bon, voilà. Donc, beaucoup de périodes de grandes incertitudes, hein, ça on l'a mesuré sur des données en fait extraites du fonctionnement du site, hein, des pertes potentielles qui sont élevées, le problème de la détectabilité, bon, ben, parce qu'il faut faire des contrôles pour détecter, les risques pas forcément maîtrisés, etc. Bon, tout ça conduit à définir ce qu'on appellerait une limite de résilience de l'ensemble du site. Hein. Si on avait une catastrophe, qu'est-ce qui se passe et combien on perd finalement. Donc, les hypothèses, à partir de ce moment-là, nous, on a proposé avec Philippe Vialtel, donc, qui est d'Este, avec qui on a travaillé là-dessus, on s'est dit, ben, est-ce qu'on peut traiter ce problème finalement, hein, c'est-à-dire avoir des plans de contrôle pour l'ensemble des produits du site, hein, qui permettent de garantir un certain niveau et en minimisant l'engagement des ressources de mesure, hein, en contenant l'engagement des ressources de mesure, parce que finalement ces ressources sont comptées. Hein. Donc à partir de là, on a fait un certain nombre d'hypothèses, comme d'habitude, hein, simplificatrices. Hein. On a cette habitude, enfin, c'est logique, hein, quand on veut traiter un problème sur un plan scientifique, si on le prend dans toute sa complexité, on ne fait rien. Hein. Donc il faut faire des hypothèses. Donc les hypothèses, c'était mode de défaillance connu et dispositif de contrôle en place, hein, des défaillances en question. Un contrôle, c'est une mesure, une analyse et puis une action si problème de détection. Un contrôle lève l'incertitude sur tous les produits fabriqués depuis le dernier contrôle, c'est le reset. Hein. Pas de risque de non-détection. Alors ça, mon expérience me dit que ça, c'est une hypothèse qui est quand même assez forte, hein, parce que la non-détection dans les systèmes de mesure de problèmes, elle est patente, quoi. Hein. Donc, il faut vraiment avoir un système très, très contrôlé où on sait que quand on contrôle, on va détecter la défaillance à coup sûr pour éviter ça. Et puis, le RL, la limite tolérable, est constante sur tout l'horizon sur lequel on travaille. Bon, nanti de quoi on établit à partir du modèle de données un modèle mathématique, hein, qui est un modèle en fait d'optimisation, hein, où on a une fonction objective, on a des variables, on a fonction objective, on a des contraintes, etc. Et on découvre qu'on a finalement, en analysant les choses, un problème qui est analogue au problème classique dit de sac à dos, hein, de la recherche opérationnelle. Donc, à partir de là, on met en place une heuristique, hein, qui consiste à dire, je vais commencer par me garantir un plafond mini pour toutes les machines, et puis ensuite, à la deuxième étape,
j'utiliserai la capacité de mesure disponible pour réduire encore les niveaux de risque que je prends. Hein. Donc c'est cette étape en 2 temps qu'on a mis en place et qui s'avère fonctionner pas trop mal. Alors on a testé ça sur un cas industriel avec des données qui sont celles-ci, de gravure et de litho. En termes de volumétrie, ben, on a évidemment des cas tests, hein, c'est toujours le cas, hein, 6 produits, 39 outils de fabrication, 13 outils de mesure, 313 étapes de processus, et puis on a ici différentes instances, différentes configurations dans lesquelles peut se trouver le mix produit, hein, pour analyser les choses. Voilà. Donc tout ça sur des historiques basés sur 1 mois. Et puis finalement, on obtient ce genre de choses, hein, c'est-à-dire que initialement, on avait les courbes en rouge, là. Hein, alors ici, c'est le max du matériel at risque pour toutes les machines, hein, et puis là, c'est la moyenne. Hein, on a 2 courbes, bon, elles se confondent un petit peu. Et puis après, algorithme d'optimisation et ainsi de suite, et reconfiguration des contrôles sur l'ensemble des gammes des équipements, on obtient la courbe verte qui est là, bon, qui est évidemment notoirement plus satisfaisante. Après, l'écueil qu'on peut avoir là derrière, hein, il ne faut pas se le cacher, c'est que ça c'est un petit peu théorique, c'est ce qu'on est capable de faire sur un seul des indicateurs, le matériel at risque, hein, ou le WAR, et puis sans tenir compte d'un certain nombre de contraintes autres d'ordonnancement, par exemple, hein, des divers éléments. Hein. Donc ce qu'on est sûr, c'est qu'on aura du mal à descendre en dessous de ça, hein, par rapport aux capacités de mesure engagées. Hein. Il sera difficile de faire mieux en situation réelle que la configuration qui est présentée là. Donc ça, assez fréquemment, je veux dire, les résultats de recherche, c'est ça. Hein, on vous fournit des résultats, et puis finalement, leur applicabilité, elle est fonction de contraintes externes qui ne sont pas forcément évidentes à remplir. Hein. Mais au moins, ça donne des éléments, je dirais, si on utilisait cet indicateur pour piloter le système et la salle blanche, on sait à peu près jusqu'où les opérateurs pourraient aller en termes de risques liés au wafer at risk. Voilà. Je vais... Bon, oui, ça c'est, je reprends, c'est un simple slide de conclusion. Merci. Oui, donc dans ce qui vient d'être dit, là, on voit qu'on met en place des systèmes, mais il ne faut jamais oublier de penser à ceux qui vont nous révéler que ce qu'on a mis en place fonctionne ou pas. Alors, pour revenir sur la thèse d'Ayman Mili, enfin, ce qu'on a fait sur les AMDEC, c'est de constamment avoir des systèmes qui viennent nous donner toutes les alarmes de ce qui se passe dans la salle. Et si par hasard, par exemple, ce système de sampling est adapté, normalement, on devrait voir notre variabilité qui s'améliore et nos résultats qui descendent. Et si elle n'est pas adaptée, on va voir des failure modes qui montent, c'est-à-dire des défaillances qui montent, et à ce moment-là, on va travailler avec des experts pour essayer de faire des liens de cause à effet, puisque ce qu'on pense ne correspond pas à la réalité. Voilà. Donc la technique est assez simple. Alors, deuxième aspect, donc le troisième exemple de génie industriel, c'est la maintenance prédictive. Donc, voilà. Alors, là, quelle est la problématique? On veut trouver les causes de quoi? Des effets des failure modes. C'est-à-dire de non-optimisation de plan de sampling, des problèmes de rendement, de temps de cycle ou de coût. Ça, c'est au niveau de la plaque. Et de l'autre côté, du côté de la maintenance, ce qui nous intéresse, c'est les maintenances correctives, qui sont des causes spéciales, et puis la maintenance non optimisée de préventive. Or, la situation qu'on constate fréquemment, quand on est en fort mix produit, c'est que vous avez une machine qui travaille très bien, vous avez 30% de non-dispo, vous savez que le ratio c'est 30% de correctif et 70% de préventif. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on a peu de causes spéciales, si on réduit trop, ça va coûter trop cher, et surtout, nos modèles fonctionnent très bien puisque nos prévisions fonctionnent.
Donc on peut faire la stat et on peut piloter notre ligne de production parce que le taux de correctif est trop faible. On change le mix de produit, on ne s'inquiète pas du tout, on continue à faire du préventif et au bout d'un moment, on s'aperçoit de quoi? C'est que le taux de correctif est très élevé et qu'à force de rajouter du préventif, on fait de l'over-engineering et on ne sait plus pourquoi on le fait. C'est-à-dire qu'on intervient sur les machines alors qu'on n'a aucune raison de le faire. Ça coûte très cher et ça, c'est catastrophique parce qu'on est incapable de piloter la ligne de production. Tous les modèles ne fonctionnent pas. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas capable de modéliser? Non. Ça veut dire qu'il y a trop de causes spéciales. Donc, première chose, l'objectif, c'est d'optimiser l'activité de maintenance et améliorer le contrôle plan. Comment procéder? Ben, c'est simple, on connaît les questions qu'on a à se poser, c'est toujours les mêmes. C'est which et why. C'est-à-dire, j'ai une panne, je dois être automatiquement capable de la pointer pour aller vers le degré de granulosité qu'il me faut. Si on a de l'automation, si on a des données, il va falloir structurer ces données et on a vu que c'est assez simple de le faire si on est bien organisé. Donc une fois qu'on a dit laquelle, eh ben, il va falloir dire pourquoi. Et la première action qu'on va faire, le pourquoi, et là c'est très surprenant, c'est que si vous donnez laquelle à des experts, ils vont trouver très facilement le pourquoi et le comment. Et alors là où on a été surpris, c'est que tout le monde dit on rêve du prédictif, et en fait on s'aperçoit qu'on s'en fout du prédictif. Pourquoi? Parce que quand on a trouvé which, si on aide les gens à trouver why, pourquoi et comment, les experts, tout de suite, améliorent leur préventif et diminuent le correctif, uniquement par leur expertise. Donc, pourquoi? Parce que la raison, c'est pas qu'ils n'ont pas une mauvaise expertise, c'est que dynamiquement, ils ne voient pas arriver le pourquoi. Surtout les gens de maintenance. Parce qu'il y a des gens qui viennent leur piloter la ligne de production, ils impactent, mais dans une base de maintenance aujourd'hui, est-ce qu'on trouve des informations lots, produits, etc.? Non. Ce n'est pas le problème des gens de maintenance. Donc, ils ne peuvent pas faire ces corrélations. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et enfin, uniquement sur des problèmes qu'on peut modéliser statistiquement, qui se répètent souvent, parce qu'on ne peut pas faire de la modélisation si on n'a pas assez de données, on fera peut-être du prédictif. Bon. Et donc, ça, basé sur une structure d'analyse de données et d'outils intégrés, eh ben, on va mettre en place deux choses. Ce qu'on appelle l'EHF. C'est le résultat d'un calcul de probabilité qui est utilisé pour prédire le comportement de l'équipement ou optimiser le contrôle plan. Et le deuxième, qui est fondamental et qu'on oublie tout le temps parce que les gens qui veulent un EHF, c'est des gens qui ont les moyens de donner l'informatique, ils se fichent complètement du diagnostic et pour moi, c'est une erreur fondamentale. Parce que celui qui va faire le boulot sur le terrain, c'est la personne de maintenance. Donc on sait faire énormément de modèles qui disent « ta machine ne va pas bien ». Ce n'est jamais accepté en production. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous mettiez un capteur complémentaire pour arrêter l'équipement. Vous ne le ferez jamais parce que l'opérationnel, il n'en veut pas. Si tu ne m'aides pas à réparer ma machine, ton capteur nouveau, j'en veux pas. Donc, ce qui est fondamental, c'est d'aider les gens à définir la probabilité d'une cause, qu'une cause soit associée à une panne. Une sorte de système expert. Alors, l'objectif, ça va être de minimiser le correctif et d'optimiser le préventif. D'implémenter de la prédictive maintenance quand c'est le plus efficace. Et puis, supporter la gestion du risque de façon dynamique pour optimiser les plans de contrôle, les diminuer ou les augmenter. Dans ce qu'a dit Michel, une nouvelle techno, on mesure tout, et puis plus ça avance, moins on mesure. Ça, il faut le faire dynamiquement, sinon ça coûte une fortune. Premier step, identifier les liens entre les pannes, les effets, coût, temps de cycle, rendement, et les causes. Et bien on applique which, j'en ai déjà parlé, c'est repérer les pannes automatiquement, c'est la thèse d'Amiel-Milly. Le lien entre les effets et les operating modes, on rentre dans un monde nouveau.
C'est-à-dire que, personnellement, peut-être c'est pas le cas chez vous, le monde de la maintenance est un monde dans lequel il n'y a pas de statisticiens et de gens qui analysent la donnée. Pour moi, la maintenance du futur, elle ne pourra pas se passer de statisticiens qui supportent le métier de la maintenance. C'est pas possible. Et des gens qui les aident à acquérir les données. On ne peut pas être spécialiste de la réparation des machines et en même temps avoir l'expertise sur l'analyse de données. Or, je ne connais pas d'usine aujourd'hui dans lequel il y a un support au niveau suffisant en termes de statistiques et d'analyse, au niveau de la maintenance. Je ne suis pas le seul à penser ça. On est en train d'écrire une publi pour les techniques d'ingénieur avec Eric Zamaï, et qui vient d'être soumise, et j'ai lu tout l'été des papiers dans ce sens-là. Et c'est une problématique énorme dans le domaine de la maintenance, qui est chez EDF, qui est portant. Alors, si on arrive à comprendre pourquoi et comment, eh bien, on pourra faire la suite, c'est-à-dire quand. Voilà. Or, aujourd'hui, tout le monde rêve à ça, mais on ne s'est pas attaqué encore à ça. Et pour ça, il faut aider les gens de maintenance. Alors, quelle est la technique, la stratégie globale? La première, c'est de dire, on a des données, donc ça c'est la thèse de Kashif et d'Ayman. Donc on a des données, on doit repérer les modes de défaillance et calculer des sévérités des occurrences. Pourquoi? Pour, en plus des savoir-faire potentiels des ingénieurs, venir faire des plans d'action basés sur la réalité. Une fois qu'on a ça, on a ce qu'on appelle un Risk-Based Action Plan dynamique, c'est-à-dire quelque chose qui se met à jour constamment. C'est la réponse à la question « which ». On s'attaque à des priorités. Comment? En faisant des liens, grâce à la statistique, entre des modes de détection, tout ce qu'on a, le SPC, la FDC, les alarmes, toutes les informations qu'on a dans les bases, et pour faire le lien entre les causes et les effets. Et là, aux surprises, par exemple, on s'aperçoit que 80% des dérives, quand vous avez un formix de production, qu'on pense venir des équipements, ne viennent pas des équipements de production, viennent de la façon dont les gens procédaient, designent les recettes. C'est-à-dire comment ils utilisent la machine. Voilà. Et donc, ça apparaît pas dans une base de données. Donc, vous ne trouvez pas de lien cause à effet. Donc, les gens de maintenance disent, la stat, ça sert à rien, puisque quand je fais des corrélations, je trouve pas d'où ça vient. Donc, la deuxième, on doit les aider à répondre à la question why. C'est ce qu'on a fait dans le cadre de cette thèse-là, pour supprimer ou améliorer la non-disponibilité, l'unschedule, les causes spéciales, et optimiser le schedule. Quand on arrive à aider sur ce point-là, on peut commencer à abandonner le comment, c'est-à-dire faire un modèle de fonctionnement de l'équipement qu'on appelle équipement health factor à l'étape N. On n'est pas dans le prédictif, on a une panne et on vient aider les gens à faire un diagnostic de ce point. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas accéder à l'évolution de ce modèle qui va permettre d'accéder au prédictif. Donc voilà ce qu'on a fait dans le cadre de thèse, et je vais présenter un certain nombre de choses qui... Ce travail nous a montré deux choses. C'est est-ce que l'université est capable de nous donner des modèles, etc. La réponse est oui. Voilà, ça marche. Qui n'est pas capable de donner les bonnes données, c'est nous. Voilà. Est-ce que c'est facile? Non. Parce que pour rentrer dans un mode comme ça, ça demande d'avoir intégré opérationnellement qu'on est tous des acteurs et que la moindre action qu'on a sur les machines a une influence sur la donnée. Voilà. Donc ça, c'est de la méthode industrielle qui demande des années de déploiement. On a mis des années pour faire accepter ça. Voilà, ça fait un certain nombre d'années qu'Ayman a fini et on est en train de le déployer. Il y a une grosse différence entre déployer dans des pilotes et déployer pour 2000 personnes et que ça marche sans qu'on le voit. Voilà. Parce qu'on a gagné le jour où tout le monde pense avoir inventé la solution. Voilà. Alors ce qu'on a fait, c'est quoi? Il se trouve que, donc avec G-Scope et ProBase, qui est une société, nous ont aidés à dire mais quelle logique appliquer? Il se trouve que les réseaux bayésiens sont très intéressants là-dessus, parce qu'ils nous permettent de faire de l'inférence avec les bayésiens naïfs. On n'utilise pas que ça, on utilise le Principal Component Analysis, mais ils vont nous aider
à partir de l'identification des variables, donc à traiter des données et à classifier les failure modes par ordre de priorité de risque. Ça, c'est la thèse d'Ayman. Ensuite, de calculer des probabilités d'occurrence à travers ce qu'on appelle le CDP. Là, le bayésien est très performant. Et qu'est-ce qu'on va faire? Pour un failure mode donné, donner la probabilité que la route cause, quelle route cause peut expliquer cette panne. Ensuite, faire des liens de causalité dans le cadre du bayésien. Pourquoi? Parce que ça correspond très bien à les liens entre la variable, la route cause et le failure mode, et qu'on peut agencer ça de cette façon. Alors, on a commencé ce travail, il n'est pas terminé, mais avec des essais pour faire des failure modes par un EHF par failure mode, par module, basé sur les FMEA, et des données temporelles. Alors là, on n'y est pas encore, mais c'est en cours. Et voilà le genre de choses qu'on a fait. Alors ça nous a aidé à quoi? À s'apercevoir qu'effectivement, on est capable de faire ce genre de choses, mais que nos bases de données étaient pleines d'informations qui sont inutilisables. Donc, du coup, on est en train de travailler là-dessus pour améliorer le contenu et les méthodologies de travail en maintenance, dans la rigueur méthodologique, pour être capable de mettre en place ce genre de solution. Ensuite, en comblant les trous qu'on avait dans nos bases avec des données simulées, on est allé voir si ça fonctionnait, c'est-à-dire en mettant des probabilités d'avoir sur les variables les routes causes, alors ça c'était réel, les routes causes et les failure modes. Eh bien, est-ce qu'on est capable, alors ça c'est un simulateur qui a été fait ici à partir d'extraction de bases de données qu'on avait données, complétées puisqu'on avait des problèmes. Et voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que est-ce qu'on est capable de faire un diagnostic ou une prédiction? Alors ça marche. Notre problème, c'est la qualité des données. Alors, la thèse de notre ami va consister à intégrer, à travailler sur l'intégration industrielle, c'est-à-dire aller mettre les éléments qu'il faut en termes de méthode pour être sûr que ça fonctionne constamment. Voilà. Donc je vais conclure assez rapidement sur plusieurs aspects. Donc, l'aspect X-factor, si on veut faire de la prédictive, on ne peut pas passer au travers. Les techniques statistiques et de process control deviennent une nécessité pour les end-users. Ça veut dire que si on veut implémenter des systèmes comme ça, il faut que les gens de maintenance aient une structure qui les supporte dans ce domaine. Ensuite, on doit revoir les plans de contrôle et les méthodes dynamiquement, notamment les procédures de maintenance. Faire du prédictif de façon dynamique, changer les modèles, ça veut dire avoir un système qui aide les gens à dire ton préventif, il n'est pas bon, il faut que tu le revoies. Voilà. Et effectivement, il y a des coûts associés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire du process control, tout le monde en fait. On met des capteurs, etc., de plus en plus sur les machines. Et c'est le minimum qu'il faut. On ne pourra pas faire de prédictif sans avoir des capteurs intégrés sur les équipements. Bien. Alors, je vais finir par le programme de coopération Integrate. Donc, aujourd'hui, on a Anis Ben Saïd qui est dans cette salle, qui va travailler sur la partie industrialisation de la maintenance. Donc, on va travailler directement sur le terrain avec des ateliers pour implémenter ces solutions. Et puis, il y a 5 thèses qui vont soit être donc, dans différents domaines. L'utilisation de l'équipement, on vient d'en parler. La circulation des plaques, donc ça, c'est des thèses plutôt dans le pilotage, le wafer at risk, les choses comme ça. Voilà. Et au niveau, comment faire le lien entre ce qu'on fait ici et les écrans. Parce que quand vous faites de la maintenance prédictive et que vous mettez du bayésien, vous ne pouvez pas mettre en face d'un opérateur du bayésien. C'est-à-dire que vous devez avoir juste un résultat qui l'aide à mieux faire son travail, qui pointe sur une procédure. Voilà. Donc on s'est posé ces questions, et dans la salle, là, il y a quelqu'un qui a pas mal travaillé dessus. Et donc, moi, on va finir par des remerciements. D'abord, pour leur implication, les laboratoires GSCOP de l'INPG, en particulier Eric et Samuel Bassetto. Le LFC de l'ENSAM de Metz avec Alice Haïdat, avec qui on a une très bonne coopération aussi.
et les différents thésards, Ayman Mili, Mohamed Farouk qui est dans cette salle, Ahmed Ben Amira, Kachif qui est là, Baou il n'est pas là, non, et Mohamed Chanoun. La société ProBuys avec laquelle on a beaucoup travaillé dans le cadre de Improve, Frédéric et Sandrine, et en fait ST et puis les programmes. Voilà. Merci. Certaines de ces personnes sont peut-être en ligne, mais il y en a peut-être d'autres. Donc les auditeurs à distance peuvent me poser des questions par SMS, hein, c'est prévu. Mais ceux qui sont ici peuvent aussi vous poser des questions, je pense. Pas de problème. Avant qu'on aille se rafraîchir. Donc non, je crois que pas de problème pour les questions. On n'a pas toujours du réseau ici, je crois. Oui. Si, mais Si, bien. il y a deux personnes déjà qui voulaient nous dire il nous remercie. Alors, il est au Canada, présentement. C'est ça? C'est le Gassam. Qui était dans la porte, vous avez sauté en quittant. Moi, j'ai oublié de le remercier. Alors là, j'en suis très content. Il était bien marqué. Il était marqué, mais tu l'as pas. Il y a doublé dans l'enchaînement des noms. Non, mais il fait. Bon, voilà. C'est vrai que c'est un environnement assez particulier, quand même, hein, la production de ce style, et on est toujours autant en genre des limites, des capacités, etc. Donc c'est tout le temps sur la corde raide. C'est ça qui est assez particulier par rapport à l'industrie mécanique qu'initialement je connaissais mieux. On assure mieux les choses. Petite question de ma part. Par rapport à l'ensemble des travaux doctoraux qui ont été faits, il y en a combien aujourd'hui qui sont intégrés entre eux? Le travail d'Ayman Mili, par exemple, Samuel Bassetto s'est intégré industriellement, c'est le standard chez ST. Ayman Mili, on est en train de le déployer industriellement. Donc ça, ce sont les boucles pour les Amdec, c'est ça? Voilà, ouais. Donc aujourd'hui, on est en train de mettre en place les phéromones. La thèse de Kachif, il y a des choses qui sont en production, qui fonctionnent dans certains secteurs. Les travaux que vous avez vus sur le bayésien, on vient de finir. Donc on a fait les tests et donc on a un nouveau thésard pour aller essayer d'implémenter ça industriellement. Alors moi, mon expérience m'a montré que, par exemple, vous avez vu la FDC, faute de détection de contrôle sur les équipements en temps réel. La première boîte, elle est arrivée il y a 17 ans chez ST. Il se trouve que c'était dans mon groupe. Voilà. On a mis, c'était donc, c'était en 17 ans, ça fait 18 ans. 18, c'est la majorité. 92, ouais, c'est ça, ouais, à peu près. Non, 94. Alors, on a mis. Il a fallu l'usine 300 mm pour arriver à en mettre sur toutes les machines dans l'usine 300 mm. Et ça a tellement bien marché que ça a été déployé chez ST. Et aujourd'hui, c'est un standard. La thèse d'Ayman, ça a pris un peu moins longtemps. Alors, c'est un standard dans l'industrie maintenant, c'est déployé partout. Alors, la thèse d'Ayman, ça a pris moins longtemps. Et il faut compter 5 ans, en moyenne, 5 ans entre le moment où on a une piste comme ça, on fait des prototypes qui fonctionnent, et le fait que tout le monde l'utilise 5-7 ans, et que tout le monde l'utilise sans même se rendre compte que c'est un nouvel outil. Voilà. Et ça vient du fait que le plus dur, après il y a les idées, qui sont des idées de groupe en général, vis-à-vis d'une problématique, et puis après, comment faire l'interface avec l'opérationnel pour que ça ne change pas son quotidien. Voilà. Pour changer, par exemple, pourquoi ça a pris 17 ans, la FDC? Pas tellement parce que les gens étaient convaincus, pas convaincus, ils étaient hyper convaincus,
Mais pour qu'un opérateur ou une personne de maintenance change ses habitudes quotidiennes, eh ben, moi j'ai eu des gens au début qui sont venus me voir et qui m'ont dit « tu es en train de tuer notre métier ». Voilà. Et 3 ans plus tard, les mêmes personnes disaient « tu as changé mon métier ». Et ça a été, voilà, ça c'est très bon. Ça. Mais on a tous ce problème-là. Hein. Par exemple, les AMDEC. Ah, pardon. Non. Les AMDEC. Là, on utilise les AMDEC dynamiques. La façon dont tu l'utilises, c'est à l'envers complètement de la façon dont ils ont été inventés. Parce que l'automobile nous dit quoi? Elle nous dit, et ça c'est historique, un ingénieur au début du siècle, il y avait un ingénieur et il y avait des exécutants. On se servait de l'AMDEC pour transférer un savoir et une sorte de training. Aujourd'hui, vous avez combien d'ingénieurs dans les entreprises? Et donc, ils pensent quoi? Comme c'est des gens qui ont des concepts, ils pensent qu'ils ont la vérité. Donc, vous faites des groupes qui ne s'écoutent plus les uns les autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un système d'AMDEC efficace? Exactement l'inverse de ce qu'on faisait. C'est-à-dire, vous prenez quelqu'un qui ne connaît rien, ou peu de choses, ou qui a l'esprit ouvert, et puis vous le faites rencontrer tout le monde individuellement, pour que chacun donne son regard, le fameux regard de l'autre. Et vous ne mettez les gens en groupe que quand le regard est différent. C'est-à-dire que vous les mettez en face, en groupe, une fois que chacun a été écouté. Parce que si vous mettez des experts dans une salle, c'est celui qui a la plus grande gueule qui va prendre le dessus. Donc vous allez faire ce que j'appelle le scientisme, c'est-à-dire vous allez faire correspondre votre théorie à l'expérience qui vous arrange. Voilà. Et ça, changer ces méthodes-là, quand on a dit aux gens pendant 30 ans, les AMDEC, ça se fait en groupe, eh ben, ça prend des années. Voilà. Je me posais la question, en vous écoutant, vous parliez au début de l'influence de l'industrie automobile pour transposer chose égale par ailleurs à un autre domaine. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des retours ou est-ce qu'il y a une généralisation? Vous vouliez dire que ça diffuse dans l'industrie, ça diffuse, mais est-ce que c'est un problème de contexte industriel où vous avez des pièces qui ressemblent plus des Logan, hein, que disait Michel tout à l'heure, c'est quand même des pièces très très chères. Est-ce que ça s'adapte sur d'autres types d'industries, des plus petites industries? Alors c'est facile de poser la question, c'était plus difficile d'y répondre. Et ça soulève ce genre de questions pour s'abstraire d'un cas particulier, d'un contexte particulier. Tout à fait. Donc c'est exactement. Alors ma réponse à ça, c'est niveau de contrôle adapté. La réponse c'est coût, temps de cycle, rendement, sécurité. Donc vous avez des objectifs de coût, temps de cycle, rendement. Votre compétition, elle fait quelque chose de différent. Comment faire pour que ça coûte moins cher, temps de cycle plus court, les rendements plus faibles? Tant que c'est pas tellement l'industrie, le type d'industrie, je pense que ces techniques, on peut les appliquer partout, c'est combien ça coûte dans la compétition et est-ce qu'ils font mieux que moi? Et donc, je pense que ce qui nous pousse à faire ça, c'est pas tellement notre industrie, c'est qu'on veut que nos puces coûtent un verre d'eau, le prix d'un verre d'eau. On veut que, si vous voulez que ça vous coûte moins cher et que le temps de cycle diminue, par exemple, notre système de Fault Detection Control, là, qui contrôle en temps réel toutes les 200 millisecondes les paramètres des machines. On est capable de contrôler tous les 200 millisecondes, je sais pas, 60-70 paramètres sur un équipement. Et pourquoi on l'a mis en place? Parce que ça nous fait gagner une fortune. C'est-à-dire qu'on a installé un ordinateur, un port HSMS que le fournisseur nous a donné, et on a supprimé toutes les mesures. Donc en termes de temps de cycle, on a gagné en termes de coût de façon très importante. Donc la réponse, elle est... voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est l'outil doit être adapté aux besoins. Et quand l'automobile, par exemple, pourquoi on fait du transport automatique? Où on est allé le chercher? C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est dans l'automobile. On déplace des moteurs au Japon à 60 km/h ou des voitures entières. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on fait là. Et d'ailleurs, le fournisseur du système de robots est un fournisseur de l'industrie automobile.
C'est lui, on est allé le chercher là. Donc moi, je suis très intéressé par cette coopération, c'est-à-dire le regard de GI qui a un regard sur d'autres industries. Par exemple, Samuel est allé voir ce qui se faisait dans l'industrie automobile ou l'aviation. Et toutes ces idées qu'on a récupérées, on les a légèrement adaptées, on a mis un peu ce qu'on appelle dynamique, mais on n'a rien inventé. Voilà. Souvent, on est juste venu mettre une petite touche qui fait qu'on le gère de façon dynamique. Mais tout le savoir qu'on a, il vient de chez vous. C'est-à-dire, moi j'aime bien une remarque je crois que c'est Newton, qui disait que les inventeurs sont des nains sur les épaules des gens du passé. Voilà. Et donc, moi, voilà, je pense qu'on invente, c'est le travail en équipe, c'est des résonances. Et vis-à-vis de votre question, le jour où l'automobile en aura besoin, ça coûte rien. Ça, c'est de l'informatique, c'est un port HSMS, c'est un ordinateur, voilà, et sur lequel on vient connecter. Et après, on a une société extérieure, on a acheté un soft, on a co-développé, et à mon sens, aujourd'hui, on peut le déployer dans énormément d'industries. C'est pas ça qui va faire le concours. Une machine de métrologie, ça vaut 1 million d'euros, à 2 millions d'euros. Le soft, pour tout tester, pour faire de la FDC, je crois que c'est à peu près ce prix. Pour toute la compagnie. Et donc, c'est pas le prix d'un PC qui va... Donc, c'est vraiment une volonté de... Alors, la difficulté, je pense qu'elle est... Moi, ce que j'ai vu, la difficulté, elle n'est pas là. C'est pas le coût... C'est que quand vous amenez un système comme ça, vous avez intérêt d'avoir des gens qui sont convaincus que ça va marcher. Parce que quand vous croisez vos collègues qui vous disent « tu es en train de détruire notre métier », la plus grosse problème, c'est pas de faire fonctionner l'outil. Ça va être de transformer tous vos systèmes de training, toutes vos relations entre les gens, pour qu'ils soient intégrés dans les opérations. 5 ans. Et voilà. Donc c'est... Vous parliez d'intégrer dans le système, dans le wafer même, les senseurs qui vont permettre d'avoir plus d'informations. C'est déjà. C'est déjà le cas peut-être. Ouais. Parce que c'est vrai que dans l'aéronautique, par exemple, le marché aéronautique pousse à l'autodiagnostic. On le voit en vol sur un avion, mais donc les équipements qui constituent un avion en électronique le demandent. En tout cas, c'est requis dans les exigences. Et c'est vrai qu'il y a cette approche, cette aspiration à utiliser à la fois pour la production et la surveillance en production ces outils de diagnostic, et puis après aussi les vendre aux clients. Tout à fait. Et en fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'une grosse partie du design est focalisée sur les structures de test. Voilà. De façon à avoir, bon, j'en ai pas parlé, mais dans ces fameuses Stradline, vous avez différents types de circuits qui vous permettent automatiquement d'aller vers la panne. C'est-à-dire de quelle brique dans l'opération pose problème. Mais ensuite, dans les tests électriques, vous avez aussi des systèmes qui vous permettent de faire le lien entre le fonctionnement du circuit et ses cellules de test, puis les cellules de test et les mesures physiques, etc. Et dans les puces, on met aussi des outils de diagnostic. Et c'est préférable de faire du troubleshooting comme ça sur le produit lui-même, plutôt que de dire sur le wafer, je mets au centre un circuit type, parce que à un moment donné, j'ai déjà eu la réflexion de dire, pour la mécanique, par exemple, il y avait les compagnons à l'époque, c'était on fait une pièce qui comprend toutes les difficultés de mon produit, et je la fais réaliser. Et ben, le jour où le gars s'est réalisé, c'est qu'il sait faire mon produit. Alors, à cette réponse, d'abord, vous n'avez pas une pièce sur une puce, sur une plaque comme ça qui coûte $8000. Pas de place. Non, il y a de la place puisqu'on en met dans les Stradline. Mais pourquoi on en met partout? Parce que quand vous fabriquez une plaque à $8000 et que vous avez 900 puces dessus, qui vont alimenter 910 drives, par exemple, d'ordinateur, vous n'avez pas le droit d'en perdre une. Et puis, vous devez garantir que la puce au bord, qui a été contrôlée à plus ou moins le quart du nanomètre, et vous savez que si vous êtes à 1/2 nanomètre, ça ne marchera pas,
eh ben, elle est la même exactement que celle qui est de l'autre côté. Donc déjà, vous avez beaucoup de produits. Ensuite, vous devez garantir ça sur 25 plaques. Parce que quand vous vendez, alors c'est plus le cas, mais pour donner un ordre d'idée, il y a quelques années, on vendait 900 plus par plaque, une plaque à 8000 $. Donc vous avez 25 plaques dans votre lot, vous voyez le nombre de millions d'euros que ça représente, mais à chaque fois que vous ne livrez pas votre puce, le client perd 400 $ par disk drive. Donc les impacts sont énormes. Donc vous devez... pourquoi on a des cellules de test partout? Parce que quand on développe les procédés, on doit être capable de le maîtriser sur la puce du centre comme sur celle du bord. Or, c'est des problématiques complètement différentes. C'est-à-dire, vous avez, par exemple, dans les chambres de procédés, moi je suis spécialiste de plasma, donc quand vous allez mettre dans une chambre de procédés plasma, vous avez par exemple un espace interélectrone, et vous savez que suivant l'impédance de la plaque, le plasma change. Donc si vous changez de produit et que vous changez de type de gravure, vous allez changer l'impédance de la chambre, les dépôts sur les murs vont changer, l'impédance de la chambre va changer, votre procédé, vous allez déplacer de 1 nanomètre. Donc vous êtes obligé constamment d'avoir un contrôle partout de la plaque et sur l'uniformité de la plaque, parce que le plus gros problème aujourd'hui, c'est pas tellement, tout le monde est focalisé sur le développement des procédés. Or, le plus gros problème de l'industrie, c'est les nettoyages. Pourquoi? Parce que le procédé, vous le mesurez sur la plaque. Tandis que le nettoyage, allez mesurer ce qui se passe sur les murs et faire une corrélation entre l'impédance des murs et la CD de la grille, eh ben, c'est une autre affaire. Or, quand vous mettez un nouveau produit dans une chambre, par exemple, vous influez sur le nettoyage et l'effet, vous le voyez 500 plaques plus loin. Parce que petit à petit, le nettoyage de la chambre, c'est pas fait, l'impédance change et vous changez les dimensions de votre circuit. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de contrôler tout. On n'est pas tout à fait dans le... On ne peut pas se permettre de dire, je sais pas, il y a un test fonctionnel en sortie qui teste et puis du coup, après, qui permet de dire... Ben non, parce que là, 8000 $, la valorisation de la plaque se fait tout le long. Et puis, vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, 140 produits. D'ici la fin de l'année, par exemple, Kroll a des commandes pour 140 produits différents. 15 technologies, 3 en développement. Donc, vous ne pouvez pas, comme on ne mesure pas tout, vous devez garantir, vous avez un plan de contrôle, et vous devez garantir que votre outil de production est tout le temps stable, d'accord? Et s'il y a la moindre dérive, ben, ça fonctionne plus. Mais c'est après, c'est... Voilà. Alors on se demande comment ça marche. Hein. Alors pour les jeunes, rassurez-vous, la science c'est un merveilleux outil, le lien cause à effet aussi, mais l'autre jour, ici, il y a une super conférence faite par la personne qui était un des responsables de projet au CERN dans le projet Atlas pour trouver le boson de Higgs. Et il a conclu sa conférence par quelque chose de formidable. Il montrait l'évolution du design et la construction de la machine. Tout se faisait très bien, et la date à laquelle le boson de Higgs a été trouvé. Et puis, à un moment, il dit, d'après vous, ça, là, le fait qu'une pièce de 70 tonnes ne rentrait pas dans une autre pièce, décalée de quelques centimètres, voilà, on l'a découvert quand? Sur le simulateur. Tout le monde, logiquement, a dit, à cette époque-là, puisque la machine était... Eh ben non, hier. C'est-à-dire que, avant tout, il y a des hommes. D'accord? Et c'est les hommes qui, utilisant la science, faisant des liens de cause à effet, font en sorte que ça marche. Voilà. Une fois que c'est parfaitement modélisé, en général, on s'est aperçu qu'on avait fait quelques erreurs. Donc le boson de Higgs a été découvert depuis je ne sais pas combien de semaines et le simulateur disait que ça ne fonctionnait pas. Merci beaucoup encore une fois. Ouais.